des résultats des essais de filets d'exclusion dans les bleuetières du Québec. Il y en a eu beaucoup d'essais de filets d'exclusion dans les bleuetières. Il y en a eu en Ontario, il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu en Europe. Mais je me concentre exclusivement là, sur ce qui a été fait au Québec dans les dernières années. Donc, avant de commencer, les filets d'exclusion, si on en parle dans le bleuet, en fait, il y a une raison principale, ce n'est pas l'unique ou presque, c'est la drosophile à aile tachetée, la fameuse bibite qui fait des larves dans les fruits puis qui fait des fruits mous. Si ce n'était pas d'elle, je pense que les filets d'exclusion des bleuets, on n'en parlerait pas du tout, là. Il y a d'autres problématiques pour lesquelles les filets peuvent être utiles, mais ce n'est jamais des problématiques aussi graves que ce que la drosophile peut faire. Donc, si on parle des filets, c'est à cause de la drosophile essentiellement. Donc, petite histoire de la drosophile, là, si on remonte dans le passé, en date d'aujourd'hui, ça fait 2021, ça fait une dizaine d'années qu'elle a été détectée au Québec. La première fois, c'était en 2010 sur un site qui n'était pas agricole à ce moment-là. C'était l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui l'avait détectée. En 2012, 2 ans plus tard, pour la première fois, on avait une détection officielle en bleuetière. Elle était peut-être là avant, mais il n'y avait tellement pas qu'on ne s'en rendait pas compte, ça passait inaperçu. Mais c'est ça, première détection officielle dans les bleuetières 2012. De 2012 à 2020, ça a été la colonisation rapide des petits fruits au Québec, incluant le bleuet. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'en date de la dernière saison 2020, moi, je serais prêt à mettre ma main au feu que la drosophile est dans toutes les bleuetières du Québec, pas mal certain. Évidemment, de 2012 à 2020, c'est fait beaucoup de projets dans le monde, puis au Québec, la R&D est très dynamique. Écoute, c'est là que les filets d'exclusion ont été essayés un peu partout. On a fait toutes sortes de tests d'efficacité d'insecticides. Écoute, il y a même des essais au niveau des drosophiles stériles qui sont en développement, qui peut-être pourraient être des solutions dans le futur, mais des essais sur la drosophile, il y en a eu vraiment beaucoup. Ce qu'on peut dire aussi, ce qu'on a appris depuis l'arrivée, c'est que la drosophile, à chaque année, elle a fini par arriver dans nos bleuetières. Puis son arrivée se fait en général, là, au Québec, là, les premières mentions qu'on a de drosophiles capturés dans les bleuetières, c'est entre la fin juin et la mi-juillet. C'est là qu'elle va arriver. Puis pas nécessairement dans les régions les plus chaudes. Il ne semble pas avoir de patron. Elle peut être détectée en capitale nationale. Il y a des années qu'on l'a trouvé pour la première fois capitale nationale, d'autres Montérégie. Mais chose certaine, c'est qu'entre la fin juin et la mi-juillet, on finit par la trouver quelque part dans les bleuetières au Québec. Et puis, étant donné qu'on parle de filets d'exclusion aujourd'hui, peut-être une date importante, c'est qu'en 2018, via le programme Prime Vert, il y a eu une bonification quand même significative là, de l'aide financière qui a été donnée pour les filets d'exclusion. Avant 2018, il y avait de l'aide financière disponible pour les filets, mais à ma connaissance, il n'y a aucun producteur de bleuet là, qui avait utilisé le programme là, pour aller chercher de l'aide pour les filets d'exclusion. Puis à ma connaissance, avant 2017, il y avait peut-être un producteur au Québec qui en avait des filets, mais c'est un unique là, seulement. Donc, au Québec, il y a environ, selon nos statistiques au MAPAC, là, on a évalué qu'il y a 475 producteurs de bleuets en Corrèze au Québec, 576 hectares, 1,4 million de plants environ qui seraient cultivés. Et puis, j'ai fait un petit sondage, moi, dans ma région, je veux dire Appalaches, on a une soixantaine de producteurs de bleuets dans ma région, là, puis j'ai fait un petit sondage en 2017. Donc, les 2 prochaines slides, c'est un sondage régional de 2017. J'ai eu 36 réponses à mon sondage. Est-ce que mes réponses représentent l'ensemble de la province? C'est difficile à dire, mais au moins, c'est des chiffres sondés, puis c'est des vraies réponses de producteurs. Donc, ce que je peux dire, c'est que sur 36 personnes qui m'ont répondu, là, c'était en 2017, il y en a 13 à ce moment-là qui me mentionnaient qu'ils ne faisaient absolument rien de particulier contre la drosophile de la tachetée. Autrement dit, leur régie de culture est absolument la même dans la période drosophile qu'avant 2012, avant qu'elle arrive. Mais il y en avait quand même sur les 36-23 qui m'ont déclaré agir pour contrer la drosophile. Quand je dis agir, ça peut être toutes sortes de choses. On voit le tableau en bas, ça peut être faire du dépistage. Ça peut être faire du piégeage de masse, toutes sortes de mesures préventives du style récolter plus hâtivement pour ou plus rapidement, coller les récoltes pour laisser moins de chance à la drosophile de se développer dans les bleuetières, avoir des tailles spéciales pour la drosophile,
toutes sortes de mesures préventives comme ça. Et puis, donc, le dépistage, là, sur les 23 qui mentionnaient agir, il y en a quand même 15 sur 23 qui déclaraient d'en faire, 65 de ceux qui agissent. Au niveau des insecticides biologiques de synthèse, avant la drosophile, des insecticides dans les bleuets, il n'y en avait à peu près pas. C'est sûr qu'il y avait d'autres insectes, comme la mouche du bleuet, le scarabée japonais, exemple. Là. Mais c'est loin d'être tout le monde qui avait des insectes dans ces bleuets au point d'avoir été traités. Donc, si en date de maintenant, il y a des insecticides qui sont mis dans les bleuets, la raison numéro 1 est de très loin, c'est à cause de la drosophile a été achetée. Puis en 2017, il y en a déjà 18 sur 23, c'est-à-dire 78 des gens qui agissent sur la drosophile qui utilisent des insecticides. Puis en date, aujourd'hui, en 2020, je suis convaincu qu'il y en a beaucoup plus que ça là, qui en mettent. Piégeage de masse, c'est une technique qui n'a pas tant levé que ça, un petit peu par manque d'efficacité. C'est pas que c'est pas efficace, mais que c'est pas assez efficace, je dirais. Donc, ça ne l'a pas levé. Les mesures préventives, évidemment, on conseille tout le monde d'en faire, mais y aller juste avec les mesures préventives, c'est insuffisant pour avoir un excellent contrôle de la drosophile, mais ça aide, évidemment. Ça fait qu'en date de maintenant, d'aujourd'hui, ce que je dirais, c'est que pour ceux qui n'en veulent pas ou presque pas de drosophile dans leur champ, ce qui s'est démarqué comme méthode de lutte, c'est les insecticides appliqués à répétition. Et puis, maintenant, je suis assez confiant là, pour dire qu'avec l'expérience qu'on a depuis 2-3 ans, c'est que les clés d'exclusion sont aussi une solution très efficace pour contrôler la drosophile. Donc, ma prochaine slide, ici, ce qu'on voit, c'est encore le même sondage que j'ai fait auprès de 36 personnes pour de bleuets dans ma région. On voit sur ce petit tableau-là, la colonne de gauche, c'est les pertes au champ que déclaraient les producteurs à cause de la drosophile. Donc, sur 36, il y en avait quand même en 2017 10 qui mentionnaient qu'il n'y avait aucune perte au champ à cause de la drosophile. Il y en avait jusqu'à plus bas, jusqu'à entre 20 et 30 de pertes pour 4 producteurs sur 36. Je sais, là, évidemment, pour parler à plein de monde, qu'il y en a qui peuvent avoir certaines années des pertes majeures. Là, j'ai déjà entendu parler de pas loin de 50 de bleuets perdus ou perte de qualité à cause de la drosophile. Mais en général, c'est vraiment tout le monde qui en a des pertes. C'était en 2017. Puis aujourd'hui, en 2020, je suis convaincu qu'il y en a encore plus. Là, mes chiffres sont encore plus élevés que ça. Donc, mon petit tableau, j'ai analysé mes réponses un petit peu autrement. J'ai rajouté dans les colonnes ici, on voit, là, si je prends la ligne, ceux qui déclarent avoir aucune perte, 0% de perte, j'en avais quand même 10 producteurs là-dessus qui déclaraient avoir aucune perte. Sur ces 10-là, il y en a 8 qui disaient ne pas utiliser des insecticides. Donc, sur les 8, c'est probablement des gens qui utilisaient des mesures préventives, mais pas d'insecticides à ce moment-là. Encore une fois, aujourd'hui, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup moins qui diraient ça. Sur ceux qui n'avaient pas de perte, il y en a 2 qui utilisaient des insecticides. C'est le même qui est bâti le tableau, là, puis on peut voir que ceux qui déclaraient là, entre 20 et 30 de perte, ben, il y en a 2 qui utilisaient aucun insecticide sur les 4, puis 2 qui en utilisent. Ce qui complète mon tableau aussi, c'est pour ceux qui utilisent des insecticides. À ce moment-là, en 2017, là, sur les 2 producteurs ici qui déclaraient avoir à peu près pas de perte pour la drosophile, ben c'est ceux qui en utilisaient le plus. On parle de 7,5 traitements par saison faits pour la drosophile. Si je vais plus bas, 20-30 de perte, 2 producteurs qui utilisent des insecticides, ben, ça donne que c'est ceux qui en utilisent le moins. Autrement dit, ce que je veux faire ressortir avec ça, c'est que des insecticides, des producteurs qui utilisent des insecticides, il y en a beaucoup qui en mettent. Puis ceux qui ont le plus de succès, c'est ceux qui en mettent le plus, finalement. Ce qu'on voit là, moi, je sais aussi, pour parler à plein de monde, que ça peut aller jusqu'à 10-12 applications par saison. Quelqu'un qui va commencer à l'arrivée de la drosophile au mûrissement des fruits puis qui applique ses traitements aux 5 à 7 jours jusqu'à la fin de la récolte, je sais qu'il y en a qui peuvent aller jusqu'à 10-12 insecticides durant une saison. Donc, ça m'amène au filet d'exclusion. Pourquoi qu'on parle de filet d'exclusion et pourquoi ça pourrait intéresser quelqu'un? Évidemment, les insecticides, ça fonctionne, c'est permis. Quand c'est bien fait, ça fonctionne. Ça reste permis quand les délais avant la récolte sont respectés. Mais ça peut être tout qu'un casse-tête à gérer, surtout pour ceux qui sont en autocueillette, gérer les délais récolte puis gérer l'autocueillette. Ça fait qu'il y a de plus en plus de producteurs qui le font, mais il n'y a personne qui est vraiment à l'aise avec ça.
Fait que là, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser au filet d'exclusion? Ben, la raison numéro 1, c'est pour carrément avoir une méthode de contrôle efficace sans aucun insecticide. Parce qu'évidemment, si vous mettez des filets, c'est dans le but de cesser de mettre des insecticides pendant la récolte. Puis aussi, évidemment, de récolter jusqu'au dernier bleuet mûr. Fait que quand on met des filets, évidemment, on met ça pour récolter des blés jusqu'à la fin. Là, parce que, tu sais, avant 2010, quand les bleuetières fermaient, c'est parce qu'il n'y avait plus de bleuets. Puis maintenant, quand les bleuetières ferment, c'est quasiment rendu, c'est parce qu'il y a trop de drosophiles. Là. Il y a trop de bleuets mous, c'est pour ça qu'on ferme. Écoute, on veut éviter ça. Fait que les filets, juste de ce qu'on sait jusqu'à maintenant, ça permet de récolter jusqu'au dernier fruit mûr sans insecticide. Bon, maintenant, quand je parle de filets d'exclusion, tout ce qui va être présenté dans ce qui suit aujourd'hui, les filets, on peut les mettre en monorang, comme on peut voir sur la photo ici. Ça, ce n'est pas des bleuets, c'est des camerises, mais en tout cas, ce n'est pas si important. Ce que je voulais montrer, c'est que les filets, c'est possible de les mettre monorang ou c'est possible de les mettre monobloc. Quand on parle de filets dans les bleuets, ce qu'on recommande, ce qui est fait par tout le monde, c'est la méthode monobloc ici. Pour la simple raison que ceux qui seraient tentés par l'expérience monorang, ce n'est pas recommandé parce que pendant la récolte, il faut lever les filets pour la récolte. Il faut les baisser. Si 2 semaines après, il y a une deuxième passe qui est faite d'implant, il faut relever les filets. Donc, il y a trop d'élevage de filets, puis il y a trop de chances pour la drosophile de rentrer. Pour que ça fonctionne, les filets, il faut que la structure soit étanche en tout temps. Ça fait que les monorangs, c'est à exclure. Tout ce qu'on va parler, c'est pour les structures monoblocs, là, comme on voit sur ma photo de droite. Rapidement, là, quel filet on prend? Je vous montre ici un petit essai qui avait été fait. Ça, c'est publié dans une revue littérature de l'IADA, qui a été faite par l'Institut de recherche en agro-environnement du Québec, qui a fait toute une revue de littérature sur la drosophile, puis j'ai pris ça là-dedans. Là. Ça, c'est des essais où on voit ici des dimensions de maille, 0,27 mm par 0,67 mm. On voit la surface de la maille en millimètres carrés. Et puis, on prend un cylindre, puis au bout du cylindre, dans lequel il mettait des drosophiles, puis à l'extrémité du cylindre, il mettait un filet avec différentes mètres, puis il regardait le pourcentage de drosophiles qui arrivaient à s'échapper. Donc, ce qu'on peut voir là, c'est que pour ce qui est des filets d'exclusion, tous les filets où est-ce que la surface des mailles est inférieure à 1 mm², ça arrivait à bloquer la drosophile, puis tout ce qui était 1 mm² ou plus, la drosophile arrive à passer. Ça fait que si vous avez à acheter un filet d'exclusion ou à en choisir un, évidemment, ça prend comme critère principal des mailles dont la surface en mm² est inférieure à 1 mm². Il faut que ce soit des mailles qui sont non extensibles, parce que des fois, de la façon que les filets sont faits, qui sont tissés, ça peut être des mailles qui sont extensibles, puis évidemment, la drosophile peut réussir à se faufiler à cause de ça. Donc, viser des filets dont les mailles ne sont pas extensibles, puis évidemment, des filets résistants aux ultraviolets pour la durabilité dans le temps. À mes connaissances, au Québec, les 2 endroits où est-ce qu'on peut trouver ce genre de filet-là, chez Dubois Agri-Innovation. Pour ceux qui vont consulter ma conférence, après, il y a moyen de cliquer sur le lien, mais Dubois, je pense que c'est assez connu. Puis il y a aussi Technit Industries, qui est à Montréal, où est-ce qu'il y a moyen là, de les contacter pour avoir des filets d'exclusion qui fonctionnent pour la drosophile. Bon, maintenant, il ne faut pas se le cacher, les filets, c'est de l'ouvrage. C'est beaucoup d'ouvrage pour ceux qui se lancent là-dedans. C'est coûteux aussi. Et puis, quand on se lance là-dedans, il faut s'assurer que ça marche. Si on remonte à 2017, avant tous les essais qu'on faisait, moi, j'aurais hésité à recommander la technique à tout le monde parce que je le savais que c'était coûteux, je le savais que c'était de l'ouvrage. Et puis, c'était-tu efficace? Hein? J'étais-tu assez sûr qu'en bleuetière commerciale, ça valait la peine de se donner tout ce trouble-là? Maintenant, en 2020, là, avec les courageux et les audacieux qui l'ont fait, je pense qu'on peut dire que oui. En fait, tous les essais qu'on peut voir où est-ce que les filets ont été utilisés, puis que ça a été bien fait, évidemment, puis ça a été fait de façon à ce que les filets soient posés de façon étanche durant toute la saison de production, et bien le contrôle il a été excellent là, à tout coup. Ici, ce qu'on peut voir, c'est un essai qui a été fait par l'IRDA en Montérégie 2013-2014. Là, à ma connaissance, c'est le premier essai de filet qui a été fait au Québec. On voit ici, là, en bleu et en vert, c'est sous les filets. Donc, c'est ici en bleu
Et en vert, les captures de drosophiles sous les filets, sous la structure, est demeurée à 0 toute la saison. Alors qu'à l'extérieur des filets, les témoins, ce qui est en rouge et orange ici, on voit que les captures de drosophiles dans les pièges, ils se mettent à monter de façon exponentielle. Donc, ça n'a même pas commencé à monter. Sous les filets, c'est resté à 0 toute la saison 2013-2014 pour cet essai-là. Évidemment, ça ici, c'est des essais expérimentaux. Ce n'était pas des structures, c'était pas dans un contexte commercial où est-ce que des bleuetières au complet étaient sous filet. Les prochaines slides que je vous montre, c'est des slides avec des données hyper récentes dans des bleuetières commerciales. Les filets sont là dans un but commercial. Et puis, c'est les données chiffrées qu'on a ramassées là, en 2020. Ici, on a le site de Saint-Alban. Sous filet, on avait 2 pièges. On avait mis un à peu près au centre de la bleuetière, puis un près de la porte d'entrée des filets. Puis on voit qu'à peu près toute la saison, c'est resté à 0. Il y en a quand même rentré un petit peu là, aux alentours du 1er septembre dans ce cas-là. Mais si vous comparez à hors filet, là, je veux dire, c'est le jour et la nuit finalement. J'ai mis bleu pour la nuit finalement sur mon tableau. On voit le nombre de drosophiles dans les pêches qui sont capturés là, en dehors du filet comparé à l'intérieur. J'ai un deuxième site, cette fois-ci à Saint-Vallier, le même genre de données. Ici, le piégeur dure un petit peu moins longtemps, mais on voit là, que durant la saison, peut-être faire mentionner dans ce cas-ci, c'est que les projets qui ont été faits en 2020, c'était des projets nouveaux, puis les filets ils ont été installés tardivement. Là. Ici, les filets ont été installés le 19 juillet. Alors, pour la simple raison qu'à cause de la pandémie, ceux qui voulaient mettre des filets sont arrivés tard. On n'a pas pu les mettre aussi de bonne heure qu'on voulait. Donc, ça se peut qu'au moment que les filets aient été mis, qu'il y ait déjà un petit peu de drosophiles qui aient réussi à rentrer. Parce que les filets doivent être installés dès que les fruits commencent à mûrir. Donc, dans ce cas-ci, ils ont été installés trop tard. Mais malgré ça, on voit que durant la saison, là, au niveau des pièges sous filet, c'est resté très, très bas là, comparé en dehors du filet. Puis en dehors du filet, sous les filets, à tous les coups, il n'y a pas d'insecticide. Tout ce que je montre sous les filets, il n'y a pas d'insecticide. Puis en dehors des filets, dans ce cas-ci, il y en avait eu. Là. On voit, là, j'ai 2 dates avec 2 insecticides. Puis malgré ça, là, la drosophile a monté de loin. Là, les comptes ont été supérieurs à ce qui était capturé sous les filets. Bon, ça, c'est pour les captures d'adultes dans les pièges. On peut aussi regarder l'efficacité de tout ça par les larves qui se retrouvent dans les fruits. Je reviens à l'IRDA qui a fait ses essais en 2013-2014. Ici, ce qu'il faisait, c'est qu'il ramassait à différentes récoltes. On a récolte 1, récolte 2, récolte 3, 4, 5, 6. Donc, 6 moments de récolte. Il ramassait des fruits qui étaient incubés pour voir les drosophiles qui émergeaient des fruits. Parce que quand il y a des larves dans les fruits, éventuellement, il y a une drosophile qui en sort. C'est pas si long, en fait, ça peut prendre 5 à 7 jours après la larve, il y a une mouche qui sort du fruit. Ben, en bleu, en fait, on ne voit même pas de courbe en bleu parce qu'il n'y a pas eu d'émergence d'adultes, finalement, des fruits. Donc, les fruits récoltés sous filet, pas d'émergence. Donc, on peut en conclure que pas de larves dans les fruits. Contrairement à ce qui était récolté là, hors filet, témoin, on voit que les échantillons qui étaient récoltés dans les champs hors filet, à un moment donné, des mouches qui en émergent des fruits. Là. Même chose en 2014, finalement. Là, ce qui est en bleu, les filets, la courbe ne monte pas du tout. En fait, on ne voit même pas d'histogramme en bleu. Ça essaie de demeurer à 0, tandis que la régie insecticide hors filet ou témoin hors filet, les mouches émergeaient carrément des fruits. Pour ce qui est de nos petits essais en bleuetière commerciale l'année passée, en 2020, on n'y allait pas par des tests d'émergence, c'était des tests de sel qui étaient faits. En fait, on ramasse des fruits. En fait, c'était des échantillons de 50 fruits qui étaient ramassés. Et puis, ils étaient mis dans une solution d'eau saline, broyée. Et puis, quand on fait ça, les larves n'aiment pas ça, l'eau salée, puis ils se mettent à sortir des fruits et à gigoter, mais on peut les compter. Ça fait que tous les échantillons pour le site de Saint-Alban qui ont été récoltés sous filet. On voit les dates là, des récoltes. Là. Il y a eu des récoltes de fait du 17 juillet jusqu'au 25 août. Il n'y a aucune larve qui a été comptée dans les fruits. Alors que les échantillons qui provenaient du secteur hors filet, là, on commençait, il y a des larves qui ont été détectées à partir du 11 août, puis ça a augmenté. Là, puis on voit qu'il y a une différence importante. Alors, merci Marie-Ève, ça a été donné. Marie-Ève, tu vas les reconnaître. J'ai mis la source de mes données dans le bas de chacun des tableaux. Marie-Ève Dion, qui est agronome là, pour le secteur Saint-Alban, entre autres. J'ai le même genre de test à Saint-Vallier. C'est un site suivi par les agronomes Denis Giroux et Gabriel Garnier-Fugère, c'est leurs données. En fait, on voit que pour les tests de sel ici, sous filet, les échantillons de bleuets qui ont été ramassés
Ils n'ont pas trouvé de larves, c'est resté à 0. Alors que hors filet, il y a quand même des larves qui ont été trouvées sous les fruits, dans les fruits finalement. Là. Donc, conclusion de tout ça, ben, peu importe l'essai qu'on regarde au Québec, les filets d'exclusion, c'est efficace. Là. Il n'y a à peu près pas de captures qui sont faites sous les filets d'adultes, de mouches, puis à peu près pas de larves qui sont trouvées dans les fruits non plus. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, en 2020, là, on peut être, en tout cas, moi je suis confiant, là, on peut être assez confiant que les filets, là, pour contrôler la drosophile, ça fonctionne. L'année passée, en 2020, pour les deux sites, Saint-Albert et Saint-Falier, on a regardé le gain de rendement entre les fruits qui étaient ramassés en dehors des filets et à l'intérieur des filets. C'est sûr qu'à l'extérieur des filets, il y a une partie de la récolte qui était abandonnée parce qu'à un moment donné, il y a un moment où est-ce que les fruits deviennent mous, puis comme on voit sur les photos ici, là, la petite larve dans les fruits ici, là, il y en a une, il peut y en avoir bien plus que ça dans un fruit. Fait qu'à un moment donné, il y a un moment où est-ce que, question de garder sa réputation et son nom, la récolte en plein champ, pas de filet, tu l'arrêtes là. Tandis que dans les filets, on a pu récolter les bleuets jusqu'à la fin. Ce qui a donné là, un gain de rendement en livres par plant. Saint-Alban, ça a donné 2,40 livres de bleuets par plant de plus l'année passée. Puis à Saint-Vallier, 1,47 livres par plant de plus. Fait que vous pouvez faire vos calculs, c'est quoi le gain monétaire par rapport à vos prix de vente. Là. Mais il y a eu un gain minimum de 1,5 livre par plant l'année passée là, chez les deux producteurs, là, où il y a des données chiffrées qui ont été prises. Évidemment, là, il y a d'autres avantages. Il n'y a pas juste des gains de rendement et des gains en vente de bleuets, mais écoute, terminer l'abandon de récolte, je mets un point d'interrogation, mais je peux vous dire que pour les deux sites qu'on a suivis, la récolte n'a pas été abandonnée parce que les fruits étaient mous. Là. La récolte s'est déroulée jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il n'y ait carrément plus de bleuets dans les plants. Puis évidemment, vous savez que pour ceux qui récoltent des bleuets à partir de la mi-août, on sait que les fruits peuvent devenir mous, on sait que la drosophile peut être là, fait que le triage augmente de beaucoup. Mais sous filet, on sauve tout ça, on sauve tout le triage des fruits, puis que les craintes qu'on a, qu'il y ait des larves, puis que les fruits deviennent mous là, après la récolte. Donc, évidemment, moins de risques de retour, puis moins de risques de plainte là, par les clients, etc. Les prochaines données, c'est des données plus de température sous filet. Là. Ici, ce que je peux vous montrer au niveau de l'humidité relative moyenne. En fait, on avait des stations météo qui étaient placées dans les bleuetières à l'essai. On avait une station hors filet et une station dans le filet. Comme on voit sur la photo, c'est une espèce de protecteur de radiation solaire. Mais à l'intérieur de cette structure, il y a une station météo là, qui enregistre à chaque jour le maximum de température, le minimum de température, la température moyenne de la journée, puis ça me donne aussi une humidité relative moyenne. Ce que je vous montre ici, c'est que durant la saison, 49 jours où est-ce qu'on a enregistré nos données météo, 49 jours que les filets ont été présents, et bien, l'humidité relative moyenne là, était un petit peu plus élevée sous filet, 86 par rapport à 84 hors filet. Donc, c'est un petit peu plus humide sous les filets. Ce n'est pas des grosses différences, par exemple. La température moyenne sur 49 jours, 18,6 degrés Celsius en moyenne sous les filets, un petit peu plus chaud, mais pas une énorme différence avec en dehors des filets. C'est pas une serre, c'est pas un plastique, c'est un filet qui est poreux, l'air peut passer, même si le filet, c'est un excellent brise-vent quand même. Au niveau des maximums, si je prends chaque jour les maximums qu'on atteint, au niveau température, puis je fais la moyenne de tous les maximums de la saison, bien, en moyenne, les maximums qu'on obtient sont aussi plus élevés sous les filets qu'en dehors des filets, mais ce n'est pas une énorme différence, une différence d'à peu près 1,5 degrés au niveau des maximums moyens. Puis au niveau des minimums, moi, je ne m'aurais pas nécessairement attendu à ça, mais le minimum moyen est un petit peu plus bas sous les filets qu'en dehors des filets, mais ce n'est pas des grosses différences, encore une fois. Il ne fait pas 10 degrés de plus en dessous des filets, finalement, quand on mesure la température. Cependant, quand on parle aux producteurs, ils me disent tous qu'il fait plus chaud sous les filets. Je pense que c'est, quand on le mesure, on ne remarque pas ça, qu'il fait si chaud en dessous des filets, mais je pense que c'est un peu l'effet brise-vent. Le fait que c'est un plus humide un petit peu sous les filets, c'est un petit peu plus chaud, mais le fait qu'ils ne vendent pas probablement que l'indice humidex fait qu'un humain qui se promène sous les filets ressent plus de température. Les producteurs tantôt vont probablement vous en parler plus de ce petit point-là. Je vais passer vite sur ce tableau-là. Au niveau des températures maximales, là, évidemment, il fait plus chaud sous les filets, mais ce n'est pas toujours le cas. Là. Ici, sur 49 jours, là, ce que ce tableau-là montre, c'est que c'est arrivé 46 fois sur mes 49 jours que la température maximale a été mesurée en dessous des filets, mais 3 fois sur 49 que la température maximale a été mesurée en dehors des filets.
Pour ce qui est de la température moyenne de la journalière, ben, 38 fois, la température moyenne de la journée était plus élevée sous filet, puis 11 jours sur 49 que c'était plus élevé hors filet. Donc, ce n'est pas toujours plus chaud, c'est pas tous les jours que c'est plus chaud en dessous des filets. Bon, autre constat qu'on peut donner, ici, c'est des données de l'IADA. Selon leurs mesures, là, ils ont regardé le calibre des fruits. Il y aurait eu un calibre légèrement plus gros sous filet. Mais moi, j'ai pas mis les chiffres, là, mais c'est une différence qui est vraiment minime. Peut-être une petite augmentation de calibre dans les fruits qui étaient récoltés sous les filets. Il n'y a aucun effet significatif sur le taux de sucre dans les fruits. Donc, les fruits ne seraient pas plus sucrés sous les filets qu'en dehors du filet. La récolte, est-ce qu'elle est devancée sous les filets? Là, tantôt, Francis Boin, vous pourrez en glisser un mot, mais moi, de ce que j'ai entendu, c'est qu'il y aurait une légère avance de récolte, mais c'est vraiment pas énorme. Peut-être une journée, 2 jours, mais c'est vraiment minime. Donc, il ne faut pas compter sur les filets pour penser que vous allez devancer votre récolte de plusieurs jours. Ce n'est pas ce qu'on a observé. D'autres avantages collatéraux, évidemment, les filets anti-insectes, c'est des filets anti-oiseaux aussi, vous n'aurez pas d'oiseaux. S'ils grêlent, à partir du moment où vous avez des filets anti-insectes et s'ils grêlent, ben, vous êtes protégé. Il y a d'autres insectes aussi, tous les insectes qui arrivent de l'extérieur de la bleuetière, comme les scarabées japonais, ben, si vous avez des filets anti-insectes, ça va vous protéger aussi des scarabées japonais. Mais ça ne marchera pas évidemment pour des insectes comme la mouche du bleuet qui, elle, passe l'hiver dans la bleuetière, qui va émerger dans la bleuetière puis sous les filets. Donc, évidemment, les filets anti-insectes pour la mouche du bleuet, ça, je ne pense pas qu'il faut compter sur ça. Questionnement et enjeu. C'est ça que moi, tous ceux qui ont décidé d'aller vers les filets d'exclusion, une des premières questions qui est venue, c'est que si je mets des filets sur ma bleuetière, est-ce que les drosophiles passent l'hiver dans ma bleuetière parce qu'ils vont tout émerger en dessous des filets? Si c'est le cas, c'est clair que les filets, ça serait une mauvaise technique. Mais ce qu'on remarque avec ce que j'ai montré tantôt, c'est qu'une fois que les filets sont mis, des captures d'adultes dans les pièges, on n'en pogne pas. On ne pogne à peu près pas d'adultes dans les pièges. Donc, ça veut dire qu'une fois que les filets sont mis, la drosophile n'émerge pas de la bleuetière. Elle n'était pas là. Quand les drosophiles arrivent dans votre bleuetière, elle semble arriver d'ailleurs. Donc, jusqu'à maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que non, la drosophile n'émergera pas de votre bleuetière en dessous des filets, jusqu'à preuve du contraire. Il ne faut pas oublier non plus que la drosophile, c'est un problème parmi d'autres. Vous avez l'anthracnose qui peut survenir durant la récolte, vous avez la mouche du bleuet. Donc, si vous mettez des structures de filets d'exclusion, il ne faut pas négliger qu'il peut y avoir des traitements phytosanitaires à faire. Il y a encore, vos pulvérisateurs, ils peuvent encore servir sous les filets. En fait, ils vont servir. Donc, il faut prévoir la structure en conséquence que la machinerie, il faut qu'elle puisse encore circuler. Tout ce qui tombe le gazon, tout ce qui fait les traitements, ça ne disparaît pas. Il faut que ça puisse circuler. Il y a des questions aussi au niveau du vent. Jusqu'à maintenant, ça semble, écoute, tantôt Francis, vous pourrez le dire, là, au niveau du vent, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il y avait des questionnements, ça semble assez résistant. Au niveau de la grêle, ces grêles, est-ce que ça peut défoncer des filets? À date, ça ne semble pas être arrivé. Le soleil, peut-tu raccourcir la durée de vie des filets? À date, les matières que ça va faire des filets semblent résistantes aux ultraviolets. L'entreposage, il faut faire attention à l'entreposage hivernal, parce que les filets, on les retire l'hiver. Il faut idéalement ne pas les laisser dans la bleuetière pour éviter le verglas qui pourrait briser les filets. Donc, c'est tous des questionnements et des enjeux là, pour ceux qui vont vers les filets d'exclusion. J'ai presque fini. Évidemment, comme j'ai dit tantôt, les filets d'exclusion, c'est l'ouvrage, c'est cher. Sans aide, je n'ai pas les chiffres parce que les producteurs tantôt qui font des témoignages vont présenter leurs chiffres. Là. Donc, vous allez les voir, là, ce que ça peut coûter. Mais je peux vous dire que sans aide financière du MAPAC, je ne suis pas certain là, que beaucoup là, seraient intéressés par cette technique-là. Mais il y a quand même une aide financière qui est assez généreuse, je dirais. Et puis, c'est plus ou moins connu. Il y a 2 volets au niveau du programme primaire du MAPAC où est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher des sommes là, pour les filets d'exclusion. Le premier volet, c'est le volet 1. Puis un autre volet qui est moins connu, volet 3.3, essai d'utilisation de filets d'exclusion à la ferme. Lui, il est moins connu. C'est possible de combiner les deux, de combiner les sommes d'aide financière de ces 2 volets-là pour aller chercher un maximum d'aide financière. Donc, pour ce qui est du volet 1, la première façon d'aller chercher de l'aide financière,
Ben, c'est des montants qui peuvent aller jusqu'à 70% des dépenses de votre projet de filet, même 90% là, pour ceux qui sont en régie bio, ceux qui sont de la relève ou pour des projets qui sont des projets régionaux collectifs. Pour un maximum de 20 000 dans la mesure. Donc, on peut aller chercher 70% des dépenses, maximum 20 000 dans le volet 1. Les dépenses admissibles via ce volet-là, c'est les filets et la structure portante. Toutes les fixations pour l'étanchéité, parce que les filets, il faut que ce soit étanche. S'il y a des craques quelque part, la drosophile peut rentrer, puis ça va, la méthode va tomber à l'eau. Il faut que ce soit étanche. Toutes les coutures, les fermetures éclairent. Tout ça est admissible en autant que ce soit du matériel neuf, rien d'usagé. Même les frais de poste, pour ceux qui se feraient livrer leur filet, c'est admissible ça aussi. Il y a quelques formulaires, évidemment. Là. Il y a de la paperasse dans tous les programmes. Il ne faut pas se laisser arrêter par ça. Ça se fait, puis il ne faut pas se laisser arrêter par ça. Il faut faire sa demande d'aide financière au Primevert, évidemment. Il faut détenir un plan d'accompagnement agro-environnemental. Il faut justifier la nécessité agronomique d'un filet dans ces cultures. Dans le cas du bleuet, c'est facile. Il y a la drosophile qui est la justification agronomique. Et puis, évidemment, il faut avoir des soumissions de matériel et d'équipement. Donc, pour appliquer au volet 1, il faut que vous ayez en main vos soumissions là, pour les filets et toutes les structures portantes. Bon, maintenant, le volet 3.3, qui peut être combiné avec le volet 1. Ça, c'est un essai à la ferme. Ce programme-là finance des essais à la ferme pour ceux qui hésitent pour des mesures environnementales. C'est clair que les filets, c'est environnemental, étant donné que ceux qui le prennent, c'est dans le but de réduire les insecticides. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du MAPAC, on a des programmes pour ça. On encourage ces initiatives-là. Donc, évidemment, si vous avez déjà des filets chez vous, bien, vous n'êtes plus admissible parce que ce n'est plus un essai. Vous êtes déjà convaincu que les filets, ça fonctionne. Vous l'avez déjà essayé, donc vous n'êtes plus admissible. Mais si vous ne l'avez jamais essayé, vous n'êtes pas convaincu, vous avez des doutes, bien, vous avez accès aux essais de filets d'exclusion contre les insectes. Un essai, ça veut dire qu'il y a une prise de données. Tantôt, les données que je vous ai présentées, là, mes slides d'avant, ben, c'est des données agronomiques qui ont été justement ramassées dans le cadre de producteurs qui ont appliqué au volet 3.3 de Primevert, ce que je vous ai montré. Donc, ça implique une supervision par un agronome. Donc, dans les montants qui sont donnés via Primevert, il faut en prévoir une partie, là, pas loin du tiers, qui va aller à l'agronome qui supervise le projet puis qui ramasse des données. C'est des essais sur 2 années. Puis faites attention, pour ceux que ça intéresse, le programme se termine au 31 mars 2023. Donc, il reste la saison 2021-2022, puis 2023 pour aller chercher l'aide financière pour le volet 3.3. Est-ce que ça va être reconduit après 2023? Je ne le sais pas, mais vous êtes mieux de supposer que non, on ne le sait pas. Quand on fait des essais, évidemment, c'est qu'il faut comparer filet et sans filet. Donc, ceux qui vont chercher de l'argent avec ce volet-là, ben, il faut penser que dans votre champ, on ne le mettra pas tout sous filet. Il faut avoir des parcelles comparables, qu'on puisse comparer. Une partie sans filet, puis une partie avec filet. Maximum 2 hectares. Dans ce cas-ci, le montant de l'aide financière est de 70% comme tantôt. Maximum 15 000 $. Les dépenses admissibles, ce qui est intéressant ici, c'est que dans le volet 1, c'était du matériel seulement, là, comme on a vu le filet, la structure portante. Dans ce cas-ci, la main-d'œuvre est admissible à l'aide financière. Donc, toute votre main-d'œuvre, tout votre temps pour installer la structure, tout votre temps pour dérouler les filets, retirer les filets, c'est admissible à l'aide financière. Vous pouvez le compter. L'agronome qui fait des suivis chez vous, lui aussi, ses honoraires professionnels sont admissibles. Ses frais de déplacement. Tous les intrants, la structure portante, c'est aussi admissible. Le matériel, c'est admissible en autant que c'est neuf. Seule exception, c'est que le filet lui-même, il faut aller se le faire financer. Il faut aller chercher l'aide financière dans le volet 1. Donc, le volet 3.3, c'est toute la main-d'œuvre, tous les autres équipements qui ne sont pas des filets. Même vos frais d'utilisation d'équipement de ferme, si vous utilisez un lift pour monter, pour essayer d'aller installer les filets en hauteur, même ça serait admissible. Location d'équipement liée à l'installation des filets, c'est admissible aussi. S'il y a des analyses de laboratoire, exemple, vous voulez faire identifier des drosophiles, ça serait admissible ça aussi. Donc, c'est assez, ça va être assez large. Peut-être des petits points importants. Faites attention aux achats hors Québec. Assurez-vous, là, quand vous avez un projet de filet d'exclusion, que si vous avez des achats hors Québec, que c'est admissible. Parce que souvent, les programmes MAPAC, ça peut être plus compliqué, puis il peut y avoir des demandes de dérogation nécessaires là, pour
tout ce qui est acheté hors Québec. Ça peut être compliqué. Je l'ai dit tantôt, durée du programme, c'est le 1er avril 2018, mais ça se termine au 31 mars 2023. Dans le cas du volet 3.3 de prime vert, il y a quelques formulaires aussi à déposer. Laissez-vous pas arrêter par ça. Et puis, il y a d'autres, ça peut paraître compliqué les programmes, mais je vous dirais qu'au niveau de chaque MAPAC régional, il y a des conseillers prime vert qui vont vous répondre, sont là pour faire en sorte que vous tiriez le maximum de nos programmes. On n'est pas là pour nuire, on est là pour vous aider à aller chercher le maximum. Puis ils vont vous aider là, à décider quel volet qui est peut-être mieux d'aller chercher en premier, justement d'épuiser le volet 3.3 avant le volet 1, à quoi faire attention. Écoute, les conseillers primaires de chaque région sont là pour vous aider et aller chercher le maximum des programmes. Merci d'abord à Christian pour la belle introduction. Bravo, beau travail. Puis merci à tout le monde aussi d'être présent sur Grand Monde pour écouter nos conférences. Ça fait chaud au cœur, sérieusement. Là. Alors, on débute ça, l'utilisation des filets anti-insectes à la ferme François Blouin. Comme on l'a dit tantôt, nous, c'est la 3e saison. Donc, on a commencé en 2018 environ avec presque un acre. Puis là, cette année, on a presque doublé. On est rendu à 1,8 acre, 0,73 hectares. Pourquoi utiliser les filets? D'abord, c'est pour éviter l'application d'insecticides sur les bleuets, principalement en récolte. Ensuite, c'est pour profiter de l'aide financière disponible pour les filets d'exclusion via 2 programmes. On parle de 20 000 pour la durée du programme. Puis pour les achats de plus de 10 000, on demande une justification agronomique nécessaire. Bon, par où commencer? D'abord, il faut commencer par mesurer le champ et remesurer afin d'être certain de commander bien suffisamment de filets. Chez nous, on l'a mesuré 3 puis peut-être 4 fois là, pour être certain de notre shot avec le représentant de chez Dubois. Puis, on est arrivé à un bon résultat. Il nous en reste juste assez pour être confortable. Une diapo, dans le fond, c'est un exemple. Puis là, j'ai quelques chiffres. Admettons que dans le nord-sud, on a 112,8 mètres, on va dire 113 mètres à couvrir. Moi, j'avais commandé 131 mètres, dans le fond, pour couvrir mon 113 mètres. Parce que là, on a les bouts, les drops chaque barre, puis on a la perte par la wave. Tantôt, il doit y avoir un terme, là, la perte entre les câbles. Là, évidemment, il y a du filet on ne peut pas tendre au maximum. Donc, je prends 131 mètres, moins 113, il m'en reste 18. J'enlève 5 mètres pour les 2 bouts, 2,5 mètres x 2. Il me reste 13 mètres pour la perte, puis la wave, dans le fond, la perte par la wave, puis le surplus. Puis vous allez le voir sur une de mes vidéos tantôt, c'est arrivé pas mal dans le target. Peut-être qu'il reste 1 mètre ou 2, là, mais on est mieux qu'il nous reste 1 mètre ou 2 qu'il nous en manque 1 ou 2. Ça ici, c'est une photo de 2018. Dans le fond, on s'était laissé 4 ans ici à gauche en témoin parce que pour 3 raisons. Premièrement, on avait le 10 000 qui permettait d'acheter des filets pour cette superficie-là. Puis, deuxièmement, on voulait voir ça fonctionne-tu dans le même site. On sait que les drosophiles arrivent du bois là. Ça fonctionne-tu, les filets? On a eu notre réponse assez vite. Puis, la troisième raison, c'est que moi, je voulais faire un essai personnel qui était de soutenir les branches avec du petit câble à vigne 3 millième. On a une photo tantôt. Puis, je voulais voir, c'est étroitement relié avec la drosophile parce que les branches sont moins par terre, donc moins dans l'humidité. Fait que finalement, ça avait un effet relié directement là, parce que j'avais un essai de câble à l'extérieur des filets. Puis j'avais des parties aussi qui n'avaient pas de câble. Puis ça a été colonisé par la drosophile en premier où est-ce qu'il n'y avait pas de câble, ensuite où est-ce qu'il y avait des câbles. Puis à l'intérieur du filet, on a eu la paix, on était capable de récolter jusqu'à la toute fin. OK. La structure pour supporter les filets. Premièrement, on a besoin des poteaux
moi, dans le fond, j'ai décidé de le faire en bois. Francis Marcotte, tantôt, va faire un exemple qui est vraiment différent de notre structure. Mais moi, en 2018, j'avais décidé d'y aller avec des poteaux de cèdre puis des poteaux de téléphone usagés. Question de coût, question de rapidité, question de facilité de travail. C'était mon choix, puis on a continué de poursuivre notre structure en 2020 de la même façon. Donc, votre fournisseur va vous faire un plan à savoir combien de poteaux vous devez installer sur votre champ quand on le mesure pour commander les filets. Poteaux de téléphone, moi, j'en reprendrai plus pour quelques raisons. Premièrement, il y en a qui sont creusotés, ça se sent. Il y a des broches, il y a des clous, il y a de la rod filetée, on gâte les scies mécaniques. Quand on a le choix, moi en tout cas, je prends des poteaux de cèdre. Sinon, il y a l'option des poteaux d'acier qui est un petit peu plus cher, mais plus garanti pour longtemps. Installer les poteaux aux 20 pieds pour le tour, aux 40 pieds pour les entre-rangs. Un coup que moi, tous mes poteaux ont été plantés, moi, j'ai décidé que mes câbles seraient à 7 pieds 4 pouces. Dans le fond, cette décision-là se prend à partir de la machinerie. On mesure la machinerie qui va entrer à l'intérieur. On mesure le gars le plus grand pour pas qu'il se pogne la tête ses câbles, parce que les câbles sont pas... Ils ne peuvent pas être tendus bien raides. Là. Évidemment, entre les poteaux, aux 40 pieds, il y a une petite drop aussi. Là. Les câbles d'acier avec une garniture de PVC, c'est du câble 316 ou un quart avec du plastique noir par-dessus. Moi, nouveau de 2020, j'ai mis du câble à vigne de 3 millième pour mettre entre les autres câbles. On a une photo tantôt à titre indicatif pour avoir à moins tendre les filets pour que les filets soient supportés sur plus de matériel. Les grippels un quart de pouce pour attacher le câble au poteau pour les tendre. Les capuchons de poteau, des 2x2 en épinette ou en cèdre pour mettre à la jonction des câbles, à toutes les croix des câbles un quart. Moi, cette année, j'ai mis les 2x2 en... Ben, ça pourrait être en cèdre ou en épinette, peu importe, là, avec une patte qui sont attachés avec du plastique. On va le voir sur une photo tantôt. C'est encore une fois pour supporter plus. C'est à moindre coût, c'est facile à enlever. Dans le fond, lui, il n'est pas planté dans le sol, il est juste déposé au sol, puis il est attaché au câble, donc ça ne bouge pas. Puis c'est une autre méthode qui permet de moins tendre les filets. Puis c'est ça, en ayant les poteaux 40 pieds, ça coupe la distance. Donc ça, c'est le câble un quart. Les capuchons de poteau, ça c'est un poteau de téléphone. Donc le filet, moi ça a été du 70 grammes par mètre avec des zippers. J'ai des bandes de 8,4 mètres puis j'ai des bandes de 12,2 mètres. Les 1x4 en épinette ou en cèdre de 12 pieds, ça c'est ce qui est au sol pour aller fixer le polylock en aluminium. Ensuite, ça prend les broches pour le polylock, le plastique à balle de foin pour enrober les poteaux de la ceinture. Les poteaux du tourteau, moi, je les ai enrobés avec du plastique blanc pour être sûr que le filet qui frotte sur les poteaux ne soit pas abîmé. Les vis, les vis, c'est pour visser les 1x4 sur les poteaux, puis sur les petits piquets en cèdre de 2x2, 10 pouces de long. On le voit à la prochaine photo, effectivement. Ici, les 1x4 sont vissés sur les poteaux. Là, on dirait que c'est la pire curve. Il fallait bien que je tombe sur la pire place. Ici, c'est des 2x2 en cèdre qu'on plante. C'est des petits 2x2, moi, que j'utilise dans mes champs de fraises pour tenir le boyau de tête, pour éviter qu'ils se déplacent. Puis ici, ils sont fixés à toutes les 6-7 pieds. C'est à tous les 6-7 pieds. Ça permet une rigidité et une solidité de la planche de 1x4 pour retenir le filet. Ça, c'est une photo de la structure de 2020. Tantôt, dans les inscriptions, j'ai vu que David Ouimet était à l'écoute. Je le salue. David, on a parlé d'un projet ensemble l'hiver passé qui était de prendre des plants matures dans un de mes champs
proche des maisons, des plants de patriotes matures qu'on a déplantés, qu'on est venu planter ici, qui a permis de maximiser les filets pour avoir des plants matures plutôt que d'avoir des jeunes plants qui produisent peu. Les jeunes plants qui produisent peu, on les a mis à l'extérieur des filets, puis on a pris une variété plus tardif qui est moins sujette à être colonisée par les drosophiles. Donc, on a pris pas loin de 300 plants, qu'on a ajouté 2 rangs ici. On a complété un rang qui était maigrichon un petit peu. Donc là, sous notre structure, on est rendu à 16 rangs. Ça ici, les poteaux en blanc, c'était la structure qui couvrait la première partie de 2018. Puis là, on a le champ au complet qui donne 1,8 acres, 0,75 hectares environ, couvert au complet. Fait que là, on était en cours de processus pour la structure, donc il manquait à enrober les poteaux, à mettre les chapeaux, les câbles. Un quart était mis. Le câble 3 mm n'était pas là. Donc, ça, c'est l'installation en date du 3 juillet 2020. On était avancé. Ça a super bien été. Évidemment, là, la première fois, c'est toujours plus tough, mais là, la deuxième fois, l'année passée, ça a bien été. Cette année, on avait plus grand. Ça a bien été pareil. L'étanchéité, dans le fond, une porte, nous, on a fait une porte sur mesure. Puis de la façon qu'on a compté ça, c'est, moi, dans le fond, je voulais que 2 gars puissent se rencontrer dans la porte pour remplir la brouette avec des boîtes vides, puis sortir des boîtes pleines. Puis je voulais que quand on rentre avec le matériel de récolte, les règles de récolte, que ce soit facile. Mais moi, je n'ai pas de machinerie autre que des tracteurs à gazon qui rentrent à l'intérieur. Fait que dans le fond, l'idée, c'est que le tracteur à gazon rentre. L'étanchéité du tour de la porte, il est faite avec du polylock, puis on se met à une jonction d'un zipper. Le zipper est ici, ce qui permet de dézipper. Puis là, on va se mettre le polylock autour de la porte ici. Touc, 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 touc. Touc, 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 touc. La porte, il y a un gros ressort qui permet de la garder fermée en tout temps. Puis pour rentrer, sortir les cueilleurs, le matériel de récolte, les boîtes pleines, les boîtes vides, on met tout simplement une poche de sable pour tenir la porte ouverte. Les poches de sable comme ça, là, poche de sable, poche de cailloux qu'on sert pour tenir les bâches en place dans les champs de fraises, nous, on en a mis pour tenir comme le restant de filet, comme en rouleau à toutes les 15-20 pieds, toute la ceinture de la structure des filets. Bon, ma fameuse essai de 2018, un petit câble 3 millième à vigne qui passe dans... On met un poteau de cèdre, on a mis ça à tous les 6 plans. Puis, dans le fond, ça me permet de soutenir les branches pour pas que les branches aient touché par terre dans l'humidité. Un plant mature comme ça, là, qui est en forme, qui a une grosse charge de fruits, là, on va aller chercher plusieurs kilos de fruits parce que c'est régulier qu'à chaque récolte, les gars sont en équipe de 2, un chaque côté. Le gars va faire sa boîte de 12 par 550 ml d'un côté. Fait que c'est une grosse charge de fruits. J'avais 2 questions avec ça. Est-ce qu'on améliore la rapidité de récolte en n'ayant pas à soulever les branches qui sont à côté au sol? Puis, est-ce que ça retarde l'arrivée de la drosophile quand on est pas sous les filets? La réponse, c'est oui pour les 2. Ça retarde l'arrivée de la drosophile. En 2018, dans mes 4 ans qui étaient à l'extérieur des filets, on avait vu une bonne différence, puis on a vu une bonne différence aussi pour la rapidité de récolte, ce qui fait que cette année, en 2020, tout mon champ, on a installé du câble 3 millième chaque côté comme ça. Je l'ai pris en note. Nous, on l'a décidé de mettre le câble à une hauteur de 13 pouces, puis on est à 20 pouces du tronc du plant. C'est la façon qu'on taille le plant qui va décider, selon moi, la hauteur du câble. Mais ça, là, c'est personnel, dans le fond. Là, moi, je l'ai vu sur la rapidité de récolte, puis comme on compte les secondes, chaque minute investie en temps est important. Moi, les gars m'ont dit qu'ils préféraient ça, donc ça n'a pas été compliqué. C'est pas un investissement qui est très cher. Des bouts de piquet de cèdre, ben là, on n'est plus, là, mais là, on va en racheter d'autres. Mais des bouts de piquet de cèdre, c'est vraiment pas cher. Puis du câble 3 millième comme ça, je sais pas combien de 1000 pieds par bobine. Fait que, tu sais, t'en fais long. OK. C'est l'heure de la pause. On prenait une petite pause à l'ombre parce que oui, il fait
il fait quand même chaud. Ça semble être plus chaud, on va en parler tantôt. Ce que je voulais montrer ici, c'était les traces en haut, au plafond. C'est les marques. Vu qu'on est proche du bois, on finit toujours par tirer notre lousse sur du bois. Puis, il y a des gars qui sont à l'intérieur, quand on installe les filets, qui se prennent des poignées de filets pour tirer, pour aider les gars qui vont le placer. On va le voir sur une petite vidéo tantôt. Ça laisse des marques. Ça se replace avec le temps. Là, on était en début de récolte, fait que ça faisait peut-être quelques jours, quelques semaines qu'on avait fait ça. Fait que ça apparaît pendant un certain moment. Est-ce que ça brise le filet? La réponse est non. Est-ce que ça laisse des marques à long terme? Non. Est-ce que la drosophile peut rentrer par des orifices qu'on aurait pu briser? La réponse est non. Ça finit toujours que ça disparaît au complet. Un exemple d'un zipper. On voit que les mailles, la façon que les mailles sont faites. Bon, l'installation. Pour la première année, d'abord, on reçoit les rouleaux sur un rouleau de carton qui est quand même assez large. Là. Dans mon cas, là, il me semble que c'était comme 12, 13, 14 pieds. Moi, je n'avais pas l'espace pour dérouler ça. J'ai été obligé de le dérouler à côté du champ, puis là, de faire comme un moton avec, comme un moton de linge, mettons, là, comme ça. Puis de le rouler de nouveau sur un enrouleur à bâche, puis aller le dérouler en place avec l'enrouleur encore une fois avec l'enroulage à bâche. Fait qu'on se pogne quelques gars qui vont pogner le filet à toutes les 80 pieds, mettons, là, pour pas qu'il touche à terre trop longtemps. Donc, c'est ça. On étend le filet sur le bord du champ où est-ce qu'on veut commencer, puis on commence à le passer par-dessus la structure. La hauteur auquel vous décidez de mettre votre structure, là, ça peut jouer sur le temps. Moi, dans le fond, on a décidé de couper les poteaux à 7 et 4, puis l'idée, c'était que, tu sais, moi, je ne me pogne pas la tête partout d'un câble, mais l'idée aussi, là, c'est que les Guatémaltèques, un petit peu plus courts que moi, soient capables de passer le filet par-dessus la structure sans avoir besoin d'un escabeau. Troisième raison, c'est que plus on est haut, plus on pogne dans le vent. Donc, ici, j'ai dit, on passe le filet avec un balai. Dans le fond, ça nous permet de le pousser plus haut. On l'utilise, puis on ne l'utilise pas si souvent que ça. Dans le fond, on mettait une poche d'engrais ou un sac par-dessus le balai pour ne pas briser le filet. Mais là, on a comme pogné la twist, là, puis on n'utilise plus ça tant que ça. Ensuite de ça, on déroule le deuxième filet à la même place qu'on a déroulé le premier, puis on le zippe ensemble. On les zippe ensemble, puis on fait la même chose avec le troisième puis le quatrième. Ensuite de ça, on commence à fixer un côté le plus droit possible avec une broche de polyloc. On va aller voir une vidéo. Dans le fond, je vais ici. Dans le fond, ici, j'ai deux gars. Un gars qui tient, lui, il tient. Lui est en train de rentrer le polyloc, la broche dans le polyloc pour prendre le filet. Puis là, là, lui, on voit qu'il regarde attentivement. L'autre est en train de finir, puis il va commencer, il se mesure. Même si les broches ne se touchent pas, là, même s'il y a quelques pouces entre les broches, il n'y a pas de problème. Là, c'est étanche pareil. Donc, lui, il va rentrer son polyloc. Lui, il tient le filet en place. Quand lui finit, l'équipe qui était lui à sa droite s'en vont l'autre bord et ainsi de suite. Ça va super bien. Sur la longueur du 113 mètres, on ne peut pas avoir des gars à tous les 20 pieds pour tenir le filet. Parce que là, s'il arrive un petit coup de vent, là, tout ça, ça claquant, puis là, c'est à recommencer, puis c'est loin d'être drôle. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on prend une petite strap pour attacher des petites affaires, là, quand on attache un VTT, des gogos, là, une strap à clic. On fait un nœud autour d'une couette de filet, puis on l'accroche sur un câble. Fait que ça permet de limiter les besoins en main-d'œuvre. Tantôt, dans mon calcul de main-d'œuvre, je vais dire on a besoin de 12 à 15 gars pour installer les filets. Ça, dans notre cas, là, 12 à 15 gars, on fait 102 heures, puis c'est réglé. Si vous n'avez pas ce staff-là,
il peut simplement avoir plus de straps comme ça qui tiennent le filet pour pas que ça tombe s'il arrive un petit coup de vent. Cette photo-là, c'est pour deux choses. Dans le fond, tantôt, on parlait de la perte par wave. Je n'ai pas trouvé un terme français là, pour cette perte-là. Là. On voit les ballons, le ballonnement ici. Puis, deuxième chose, c'était une photo de 2018 ou 2019, puis il n'y avait pas des câbles partout, puis on voit la charge de fruits. Là, on n'est pas mûr encore, puis on voit déjà que les branches sont au sol à certains endroits. Fait que nous, c'est une question d'économie de temps. Puis de qualité aussi, dans le fond, les fruits ne touchent pas à terre. OK. On voit que le gars, il avait oublié de prendre photo. Il était hier dans le banc de neige. Ça, c'est le câble 3 millième qui est entouré autour du câble 1/4, qui sépare la distance entre ce câble-là puis ce câble-là en deux, ce qui permet au filet de porter là-dessus. Puis ce que ça fait, deuxièmement aussi, c'est que ce câble-là va tendre le câble 1/4 parce qu'en faisant un tour comme ça, on tire dessus d'un bord, fait que ça va le tendre, ce qui nous permet de peut-être l'année suivante, j'ai hâte de voir, ça va être en 2021, peut-être qu'on peut seulement détacher le nœud au bout puis retendre celui-là, le câble 3 millième. Parce que tendre le câble 1/4, c'est beaucoup plus difficile. Exemple, le câble 3 millième ici, c'est juste un nœud qui l'attache dans le fond. Nous autres, on ne prend pas des greppels. Là. Premièrement, c'est plus vite. Deuxièmement, c'est moins cher. Fait qu'on fait des nœuds avec le câble 3 millième, tout simplement pour l'attacher. En 2018, on avait percé des trous pour passer le câble. C'est toute qu'une aventure, percer un trou dans un poteau qui a une dizaine de pouces, 10-12 pouces à l'occasion, avec une mèche, mettons, une demi. Fait que qu'est-ce que j'ai fait cette année? C'est un coup de scie mécanique sur le dessus du poteau. De toute façon, moi, en étant en bois, j'ajuste ma hauteur en coupant le dessus du poteau. On marque avec une latte. Moi, dans le fond, on avait décidé de couper à 7 et 4. Fait qu'on marque avec une latte, avec une canette de peinture. Puis là, on choisit un chauffeur de côte à côte, là, pas... mettons, on pourrait choisir le meilleur, là, pour pas que le gars avec la scie mécanique tombe en bas. Fait que là, on coupe le dessus du poteau. Puis là, moi, je faisais un trétis d'un bord, de l'autre. Fait que là, le câble est assis dans cette fente-là. On met le chapeau de poteau par-dessus. Impossible que ça sorte de là. Puis ça se fait beaucoup plus rapidement que de faire un trou. Pour les greppels 1/4 qui vont être à l'extérieur de la structure, moi, je les ai percés comme ça. J'ai fait un petit trou dans le greppel pour être capable de le visser à plate pour ensuite l'enrober avec mon plastique à palette. Fait que les endroits où est-ce que le greppel 1/4 il est à l'extérieur, où est-ce que le filet va par-dessus, on fait seulement l'enrober avec du plastique à palette. Là, ici, dans le fond, je n'ai juste pris un qui était déjà dégagé. Ce n'est pas un bon exemple. Dans le fond, lui, il ne se trouve pas être à l'extérieur, il se trouve être à l'intérieur parce qu'on voit le câble. Là. Mais si jamais il se trouvait être à l'extérieur pour tendre un des câbles 1/4, en le mettant à plate comme ça, plastique à balle ronde, on est en sécurité. Imaginez si ce greppel-là, il est à la verticale, il est bandé à cause qu'il y a une tension dessus, ça pourrait risquer d'endommager le filet. OK. L'étanchéité de la porte, ça a été fait avec du polylock également. Fait que là, on imagine que notre filet arrive ici avec notre zipper. Touc, 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 on amarre ça ici avec du polylock. Puis les endroits où est-ce qu'il y a risque de briser le filet, moi je mets de l'isolant en bulle comme ça. C'est pas traité UV, mais je le ramasse quand on a fini. Là. Lui, on voit qu'il a été vissé, fait qu'il est resté là. Ça, cette photo-là, c'était dans le fond pour montrer que normalement sur le... ça, c'est une vieille photo de 2018 ou 2019, mais cette année, on a mis des sacs pour tenir le surplus de filets, comme ça. Oubliez le bordel de char, là, puis de troc, puis de toilettes, là, mais c'est un exemple de la structure au complet. On était en récolte, fait que c'est pour ça qu'il y a du staff de même. Là. Mais dans le fond, ça, c'est notre projet fini, ça. OK. Pour la main-d'œuvre. On calcule 4-5 personnes pour préparer la structure. Percer les trous avec la vis, installer les poteaux, solidifier les poteaux parce qu'on foule la terre tout le tour. Ensuite de ça,
couper les têtes de poteau, passer les câbles et tout ce qui en suit. Là. Ensuite de ça, j'ai mis 12 à 15 personnes pour l'installation des filets pour un arc. Mais là, dans le fond, c'est ça. C'est 12 à 15 personnes-là. On fait ça en 2 heures. Si vous avez moins de staff, vous allez le faire en plus de temps. C'est pas mal garanti. Puis, le temps pour l'installation de la structure va dépendre énormément de la façon dont vous êtes structuré. Moi, je me souviens, en 2018, on était dans le néant bien raide. Je n'avais pas eu une conférence qui expliquait tout ça. Puis, on en a fait des allers-retours au garage. Puis, quand on a fini, le garage était quasiment rendu au complet sur le bord du lac, sur des tables, puis un peu partout à terre. Là, il y avait des outils partout. C'était le bordel total. Mais, dans votre cas, ça va aller bien mieux parce que vous avez eu quelqu'un qui vous a conseillé comment faire. Donc, un total de 60 heures pour la pause. Dans le fond, on pourrait calculer ça environ à 1000 $, si on calcule le temps environ à 18 pièces de l'heure pour les ouvriers. Si on prend ça au complet, 2 à 15 personnes pour dérouler et placer les filets sur le dessus. Ensuite de ça, on en retourne quelques-uns si on n'en a pas de besoin. On garde 10 personnes environ pour amarrer avec les polylocks. Puis le lendemain, avec quelques personnes, on en a pour 2-3 heures pour les coins, la porte, puis tous les petits gogos qui restent à finaliser. Donc, on a un total d'environ 60 heures pour l'installation. Puis ça, c'est pour mon 1,8 hectare, 1,8 acres de cette année. Mais entre 1 acre et 1,8 acre, il n'y a pas une énorme différence de temps. Quand on sait où est-ce qu'on s'en va, il faut faire le tour pareil, que le tour soit plus gros ou moins gros, il n'y a pas une énorme différence. Puis ça se trouve être 2 filets de plus. Donc, cette 60 heures-là est pour le 1,8 acre, mais comme je vous dis, il n'y a pas une énorme différence entre l'installation des filets sur 1 ou 1,8 acre. La fragilité des filets. Il faut faire attention lors de l'utilisation d'enrouleurs à bâche pour les possibles chicots de branches au sol ou bien passer sur le bord de la structure pour ne pas l'abîmer ou une botte ou un crochet sur la machinerie. Mais la manipulation avec les mains, c'est vraiment pas dangereux. En 2020, j'ai eu des écureuils qui se sont fait un party, qui se sont fait des trous environ à 20 cm du sol. Fait qu'il a encore fallu de la couture. Je dis encore fallu de la couture parce que cette année, on a réparé en cousant tous les petits trous de vis qu'on avait faits en 2018 et en 2019 parce qu'on n'utilisait pas des polylocks en 2018-19, on utilisait des lattes. Donc, on enroulait le filet sur des lattes puis on mettait des vis puis ça faisait des millions de petits trous. On n'avait pas d'autre solution pour tenir les filets en place. Donc, c'est la solution qu'on avait trouvée. Il n'est pas question de tenir ça en place avec des poches de sable. Ça va prendre des poches de sable énormément pesantes collées une sur les autres. Il y a quand même une bonne tension quand le vent prend là-dedans. Avec les polylocks, je n'ai pas eu peur une seconde qu'il arrive quelque chose, que ça se détache, que ça se brise. C'est en masse solide, mais il n'est pas question de penser de tenir un filet anti-insecte en place avec des poches de sable. C'est impossible. En août, il y a une famille de tables qui ont passé quelques heures sur les filets. Je l'ai vu parce qu'on a vu les marques, puis on a vu les fientes. Il a fallu ramasser ça, mais ça n'a causé aucun dommage. Eux autres, je ne sais pas ce qu'ils faisaient là. Ils se faisaient bronzer. Mais en tout cas, c'est ça. On les a tassés quand on les a vus. Tantôt, dans le chat, je voyais le monde, des personnes qui se questionnaient sur les dates. Dans le fond, la période de pause, c'est avant d'être à risque. Cette année, on a posé le 3 juillet. Pour ma part, dans les prochaines années, ça va être tout de suite après la pollinisation pour limiter l'entrée de la rhizophile au plus possible. On n'a pas eu de problème cette année ni l'année passée, mais pour être plus sûr, anyway, le 3 juillet ou le 25 juin, on est dans le jus pareil parce qu'on est dans le jus des fraises d'été. Le moment d'enlèvement des filets, c'est
quand on a un petit lousse après la dernière récolte, cette année, nous autres, on l'a fait le 15 septembre, il n'y avait plus aucun fruit dans les plants. Donc, on retire les filets. Ça prend quelques heures. Je ne l'ai pas pris en note, mais c'est vraiment rapide. Les polylocks, pour enlever la broche polylock, ça prend quelques gars avec des pinces long nose qui vont pogner le bout de la broche, tire là-dessus, ça s'enlève tout seul. Ensuite de ça, on fait le contraire de la pose. On dézippe, on roule avec un enrouleur à bâche. L'enrouleur à bâche, malheureusement, je n'ai pas de vidéo comme il faut. Là, il était flou. Mais au besoin, là, les fournisseurs peuvent vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne là, pour ceux-là qui n'ont pas cet équipement-là. OK, en cas de tempête. Ça aussi, tantôt, j'en ai vu dans le chat qu'est-ce qui se passait en cas de tempête. Je suis rentré à l'intérieur de la structure pendant, on va dire, une tempête là, de pluie, de vent. Les filets vont lever par-dessus le câble légèrement parce qu'ils ne sont pas attachés au câble. Je crois que Francis Marcotte en parle tantôt. Lui, ses filets sont attachés au câble, si je ne me trompe pas. Donc, nous ne sont pas attachés, fait qu'ils vont lever par-dessus les câbles un peu. Rien de dramatique. C'est sûr que ça prend une structure qui est quand même assez solide. Donc, les poteaux, on dit, les poteaux qui font le tour, les poteaux du milieu, on dit 6 pouces au plus petit bout. C'est quand même pas un piquette, c'est un poteau. Puis, bien installé. Moi, je n'ai pas vu de problème là, en 3 ans. La grêle, s'il grêle beaucoup, apparemment qu'il faudrait ouvrir les filets pour enlever la grêle en les dézippant. C'est sûr que ce n'est pas l'option 1. Ce n'est pas l'option 1 parce que si on dézippe, après ça, il faut tout détacher un bord, certainement, pour sur-zipper. Puis zipper au plafond comme ça, on l'a fait, puis c'est tough. Là. C'est vraiment tough. Quand on zip et qu'on dézippe sur le bord du champ à terre ou à hauteur de la ceinture. Là, en équipe de 2-3, ça va super bien. Donc, l'option 1, selon moi, s'il grêle beaucoup, ça serait d'essayer de balayer par en dessous en fouettant avec des balais brosses pour essayer comme de racler la grêle à l'extérieur des filets si on voit que le poids est trop, mais ça ne m'est pas arrivé encore. La gestion de la cueillette sous les filets. On a l'impression qu'il fait très chaud, car ils ne vendent pas, puis c'est plus humide un petit peu. Les fruits mûrissent très bien. J'avais l'impression que ça mûrissait un petit peu mieux à cause de l'humidité, puis de la chaleur, mais en tout cas, ce qu'on a vu tantôt dans les tableaux à Christian, c'est qu'il ne semble pas avoir une énorme différence. Il faut faire attention pour l'ouverture de la porte, tout dépendant de comment est-ce que votre porte va être installée, si vous avez un sas, si vous n'avez pas de sas. Moi, j'avais pensé faire un sas avec, mettons, un restant de filet qui me restait sur un bar. J'ai changé d'idée cette année. J'en voyais pas l'utilité assez importante, puis c'est quand même un bon projet, là. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que moi, la grosseur de la porte est calculée pour que les gars ils soient capables de passer chargé d'un bar puis allège l'autre bar pour que ça soit le plus rapide possible. On dit que les cueilleurs doivent boire de l'eau en grande quantité pour rester hydratés. OK, ici, on voit bien la perte par la wave, comme j'ai dit tantôt. Puis, on voit les branches aussi écrasées au sol, chose qu'on a pu avec les petits câbles 3 millième qui supportent. Même chose ici, on voit la perte. Dans le fond, ici, on est à 7,4. Évidemment, ici, on n'est pas à 7,4. Ça, c'est une photo de 2018 avant qu'on ait les câbles 3 millième qui séparaient la distance en deux. Je ne sais pas si on a une photo plus loin. Non, on n'a pas de photo plus loin. OK. Qui explique le contraire. Qu'est-ce que je voulais dire là? Donc, tantôt, je parlais de quantité de bleuets. Là. Ça, c'est une boîte de 12 par 5,51 ml. Quand on parle de charge de fruits, c'est pas rare que les gars vont récolter une boîte comme ça par côté de plant par récolte. Fait que ça fait une grosse charge de fruits, c'est normal. Ça explique le fait que les branches soient au sol. En ayant les câbles qui supportent les branches, la récolte est plus rapide, les fruits ne sont pas au sol. Puis, si on n'est pas à l'intérieur des filets, la drosophile aime beaucoup l'humidité. Donc, les fruits qui sont à côté dans l'herbe mouillée, dans les mauvaises herbes, sur votre paillis qui est humide le matin, c'est sûr que c'est plus attrayant que quand c'est supporté et que ça ventile. Ça, c'est notre brouette de récolte. Évidemment, on ne rentre plus
de machinerie à l'intérieur. Fait que j'ai fait une brouette avec un petit essieu de tracteur à gazon qui me permet de mettre environ une demi-palette à la fois. Fait qu'avant ça, on rentrait un côte à côte à l'intérieur pour transporter les boîtes parce que moi, j'ai pas d'espace pour rentrer de camions entre mes entrerangs. Là. Donc, ça, on récolte en groupe, on pogne 2 rangs collés chaque barre, donc on monte 4 rangs à la fois. Puis, on est comme 20-30 là-dedans. Là. Les gars se chevauchent là, de 5-6 plans, fait qu'on reste en groupe. Fait que c'est proche pour aller laisser la boîte. Ça, ces 2 jeunes-là, c'est des stagiaires de l'Université Laval, Jean-Philippe puis Marco, qui étaient avec nous en 2018 quand on a installé la structure pour la première fois. Ils ont vraiment aimé ça, évidemment. Là, pour un stage d'université, c'est le fun de faire un projet de ce genre-là. OK, les traitements phytosanitaires sous les filets. Christian en a parlé tantôt. Ce serait probablement possible de passer avec votre équipement. Assurez-vous que votre porte soit assez grande pour entrer le pulvérisateur. Moi, ma porte, je ne l'ai pas calculée en fonction de mon pulvérisateur parce que je n'étais pas dans mon but de le rentrer. En période de récolte, pour nous, aucun traitement pour l'instant, pas d'insecticide car les filets nous protègent. En trachinose, on ne fait pas de fongicide pendant la récolte. On fait des fongicides préventifs avant la récolte seulement. Une belle grappe de bleuet. C'est autre chose là-dessus? Non. OK, l'entreposage des filets et du matériel. Enroulé individuellement sur un 2x2 en acier et enrobé avec du plastique à palette quand c'est bien sec. Les filets doivent être rangés dans un endroit sec à l'abri des rongeurs. Tantôt, j'ai vu dans le chat un producteur ou une productrice qui laissait ses filets dehors à briller avec du plastique UV. Ça peut être une solution, en autant que les rongeurs n'aient pas se faire un nid dans les filets pour les détruire. Donc, moi, je les entre dans un conteneur maritime dans lequel on stocke de l'emballage, du cartonnage. Donc, c'est des portes fermées, il n'y a pas de rongeurs qui vont là. C'est sec, c'est enrobé dans les 2 sens avec du plastique à palette, fait que c'est bien protégé. Contrôle de l'azophile. Est-ce que les filets semblent fonctionner? Oui, parce que je vous confirme que si ça n'aurait pas fonctionné, je ne me serais pas cassé la tête à doubler ma superficie en 2020 juste pour utiliser ce 10 000 du MAPAC. Ça fonctionne. On va aller voir une vidéo d'une drosophile qui marche sur un filet. Ça, c'est arrivé en 2000, l'année passée, c'est là 2 ans. J'étais dans un champ de fraises à proximité vraiment tôt le matin, 6 heures le matin, puis c'était des centaines de milliers de drosophiles qui sortaient du bois pour marcher ces filets, essayer de trouver un petit trou. Donc, on voit que c'est un petit mâle ici, là, le petit calvaire, il essaie de rentrer. Puis, il n'est pas capable. J'ai été plusieurs minutes là à les regarder, à aller voir s'il y en avait un qui allait trouver une faille pour rentrer. Puis, c'était pas de joke, des centaines de milliers de petites mouches qui marchaient sur les filets. Il y a des périodes au moment de la journée qui sont plus à risque pour les drosophiles. Puis, un peu avant 6 heures le matin, là, je vous confirme que c'était à risque. OK, les coûts. Pour un acre, 0,4 hectares, on parle d'environ 17 500 qui vient de chez le fournisseur. Pour ceux qui ne le savent pas, le fournisseur que j'avais utilisé, c'était du bois. C'est encore du bois. Pour les filets, le câble, les gripples, les polylocs et les capuchons de poteau. Là-dessus, dans mon cas, pour le volet 1, il y avait seulement les filets qui étaient admissibles à la subvention. 1500 pièces de poteaux. Moi, les poteaux de sel, je les ai payés, ou quand je les fais, mettons ici, là, une quinzaine de pièces du poteau environ. 1500 pièces de quincaillerie, les 1x4 qui sont par terre, la vis, le plastique à balle de foin, les 2x2 pour soutenir ou la jonction des câbles, un corps. Environ 4000 pièces de temps. Cette 4000 pièces-là va dépendre de la façon dont vous êtes structuré, puis à la vitesse que les gars travaillent. C'est sûr que moi, si je m'en vais en refaire un autre projet, ça va aller pas mal plus vite que la première fois que je l'ai vu, que je l'ai fait, bien évidemment. Il y a une petite erreur de calcul ici, 24 500 moins 10 000, ça faisait 14 500 pièces qui resteraient à payer par le producteur pour un acre environ. Si on met ça sur, mettons-le sur 8 ans, et on dit que la vie utile des filets, si je ne me trompe pas, ils disent 8 à 10 ans, mettons-le sur 8 ans. On parle de 1800 piastres environ par année. On va sauver pas mal plus que ça par année
de fruits. Moi, j'ai eu un super bel exemple en 2018 quand j'avais laissé mes 4 ans à l'extérieur des filets. C'était un gros gâchis. À un moment donné, je suis descendu faire une commission en bas. Je suis revenu, puis il n'y avait pas une boîte de rentrée dans la brouette encore. Je dis, les gars, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, c'est fini, il n'y a plus rien à faire ici, on s'en va dedans. Bon, on a eu notre réponse. D'abord, j'aimerais remercier Francis Blouin. Je vous dirais qu'il y a une grosse part que c'est lui qui a fait en sorte que j'ai parti là-dedans, vu qu'il avait déjà commencé. J'avais été visiter ses installations. J'avais trouvé ça très bien. Il y avait des bons résultats. Fait que ça m'avait vraiment encouragé à s'enligner dans les filets d'exclusion. Donc, quand le MAPAC a parti le projet, j'ai décidé d'embarquer puis de m'enligner là-dessus. Alors, petite parenthèse. Tout ça pour dire que nous, à la ferme, on fonctionne principalement en autocueillette. Je sais que Francis, lui, c'est plus des travailleurs étrangers qui font les récoltes. Nous, on fonctionne complètement autrement. On fait quelques livraisons en épicerie, mais c'est principalement 90% du volume sort en autocueillette. Donc, c'était un questionnement, la porte et tout, les ouvertures qui vont être réguliers. C'est ce que ça allait être efficace ou pas. Fait que je commence la présentation. Là. Oh, excusez. Ça ici, c'est le champ qu'on a. On n'a pas tout à fait 1 hectare au complet. Ce qu'on a couvert, nous, ça a 125 pieds de large par 460 pieds de long. On couvre environ un petit peu plus qu'un demi-hectare en tout et partout. La parcelle qui est complètement à gauche, c'est la parcelle témoin qui servait de prise de données pour les drosophiles et tout, qu'est-ce qu'il y avait dans les fruits, ces choses-là. Dans les filets de disponibles, moi, j'ai fait affaire avec la compagnie Technique. Il y a 2 types de filets de disponibles. Quand on parle de 80 grammes, c'est tout le temps pour 1 mètre carré. Puis il y a du 85 grammes. C'est la même ouverture, les mêmes grosseurs de maille qui est 0,6 mm par 1 mm. La seule différence, c'est que le 85 grammes, il est nouveau de 2020. C'est un filet qui a comme un fil de plus résistant, plus solide que le 80 grammes, mais traite de la même façon les mêmes ouvertures. Donc, moi, j'ai choisi le 85 grammes parce que pour ceux qui connaissent un peu la région de Saint-Alban, c'est très venteux. Un peu comme à l'île d'Orléans. Je voulais être sûr que ça allait durer dans le temps, que ça allait être solide. Donc, j'ai choisi le 85 grammes. Ensuite, dans les structures qui m'avaient été proposées, j'avais vu celui à Francis qui était en bois. J'ai fait affaire avec la compagnie Gintech qui est en Ontario. Eux, ils me proposaient soit en bois, en cèdre, en bois traité ou en métal galvanisé. On a fait le pour et les contre. Avec ce que Ted disait tantôt de la compagnie Technique, les filets, il y en ont déjà aux États-Unis puis au Québec, que ça fait une dizaine d'années qu'ils ont et qui sont encore fonctionnels. Donc, pour la durabilité des filets, ça ne me tentait pas de commencer à changer des poteaux de cèdre dans 7, 8, 9 ans parce qu'il allait pourrir, puis avec les câbles, tout changer la structure. Donc, je me suis dit, long terme filet, long terme structure, j'ai choisi le métal galvanisé. On va avoir des photos un peu plus loin là, pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça a de l'air. Pour l'installation de la structure, c'est quand même simple. Moi, je n'ai pas autant de travailleurs que Francis Blouin. Je vous dirais que c'est très familial. On fonctionne à 2, 3 employés. Fait que je ne pouvais pas me permettre d'avoir 15 personnes pour tirer les filets, pour les embarquer. Fait que ça me prenait une autre solution pour faire les installations. Puis il faut se souvenir qu'au printemps, on était en temps de COVID, donc la main-d'œuvre très difficile. Les amis qui venaient aider, ils ne pouvaient pas vraiment venir cette année, donc il fallait y aller à moindre personne. Donc la machinerie qu'on a besoin, tout simplement, c'est un Bobcat pour rentrer les pieux au sol. Ça, je vous dirais, à 2 personnes, ça se fait très bien. Nous, on a fonctionné, moi et mon garçon, pour tout monter la structure au complet et ça l'a bien été. Quand que je parle de temps d'utilisation de 120 heures, c'est pour
une personne. Donc, si on est 2 personnes une journée à travailler 8 heures, ben, il y a un 16 heures qui vient embarquer dans le temps d'installation. Fait en tout et partout, ça a pris 120 heures installer la structure. Alors, on voit ici, dans ce diaporama-là, les instruments qu'on a besoin un peu. C'est juste à titre informatif. Là, au fur et à mesure que je vais avancer, je vais expliquer un peu où vont les morceaux et comment ça fonctionne. On a un exemple ici d'un poteau dans la diapositive de gauche. Moi, j'y étais avec 10 pieds de hauteur. J'avais peur de m'accrocher la tête. Je suis quand même assez grand, un peu comme Francis. Ça ne me tentait pas trop de m'accrocher tout le temps. On passe nos journées là-dedans. Fait que j'ai été plus grand. La simple raison, au début, je voulais 8 pieds. Le fournisseur, il n'y avait pas de poteau de 8 pieds. Il y avait des poteaux de 10 pieds. Fait que j'y étais avec le 10 pieds. Entre les poteaux, ce qu'on utilise comme câble d'acier, c'est un câble d'acier d'un quart qui est ici. Il n'y a pas, contrairement à Francis, il n'y a pas de gaine par-dessus. C'est en galvanisé, donc en théorie, ça ne rouille pas, ça ne devrait pas faire d'écailles. Et dans la photo de droite, on voit les pieux qu'on insère dans le sol. On a 2 types de pieux. On a un pieu ici de 3 pieds. Lui, c'est tous ceux qui sont à l'intérieur de la structure. Et les poteaux viennent s'installer sur l'assiette qui est ici. Et ensuite, c'est vissé avec le trou qu'on voit ici. On vient le visser directement dans l'œillet du pieu. Tout le périmètre, c'est fait avec un autre type de pieu que lui, il a 4 pieds de profondeur. Quand on les rentre avec les Bobcat, c'est ces 2 types-là qu'on va utiliser. Je vous dirais que bleuetière est souvent synonyme de roche, sablonneux roche. Des fois, il y a des pieux qu'on avait de la misère à rentrer, qu'on a fallu creuser avec une terrière au départ pour libérer les roches, ensuite mettre le pieu et renterrer. Mais je vous dirais que 80% des pieux ont rentré la première fois avec le Bobcat. On voit ici la photo quand on rentre le pieu. Ça, c'est un pieu qui est à l'intérieur de la structure, donc avec une assiette, le poteau vient s'installer dessus. Donc, la première étape à faire, c'est vraiment d'installer tous les pieux. C'est ce qu'on a fait. Ça a pris environ 24 heures. Je vais avoir un tableau plus loin d'un résumé, mais je vais essayer de vous le dire à mesure. Là. Ça m'a pris environ 24 heures avec le Bobcat à installer tous les pieux. On parle de mémoire, 300 quelques pieux environ qu'on a installés. Ensuite, on étale nos poteaux au sol. Et je ne sais pas si vous voyez comme il faut, là, on voit les câbles qui sont installés à travers chaque pieu. Ça va être pour plus tard, ils vont être insérés dans les poteaux et ça va servir de support pour les filets. OK, ici on a 2 types de pieux, de poteaux, excusez. Ça, c'est les poteaux extérieurs, ceux qui font le périmètre au complet. Il y a un capuchon qui se rajoute par-dessus. Chaque poteau, on les met au niveau quand c'est final et on vient insérer un U-boat, je ne sais pas comment, un serre-câble pour tenir le poteau au niveau. Celui-là ici, il n'est pas du bon bord, il faut qu'il soit tourné vers le bas pour éviter que les filets viennent frotter dessus. Et ensuite, la photo de droite, on voit un poteau qui est intérieur. Eux sont soutenus par un crochet en métal qui est vissé, qui nous permet de pouvoir l'installer quand ils sont au sol et quand on monte le poteau dans les airs, les câbles suivent. Donc, tous les poteaux installés au sol ont les câbles insérés dedans. Sur extrémité, on les passe dans le trou qui est là et ça descend. Et ceux à l'intérieur, c'est des crochets qu'on vient rentrer dedans. Un coup qu'ils sont installés dans les airs et que le câble est bien tendu, avec des tirs forts, là, on vient le mettre au niveau, on vient serrer le crochet pour que le poteau reste en place. Nous, on finit pas droite comme Francis, on finit en angle. Donc, le filet vient par-dessus le câble qui est ici et vient se fixer
sur le câble qui est au sol. On va voir un peu plus loin les filets, comment c'est fait pour que ça soit fixé. Donc, quand on veut prendre notre tension, on vient tirer avec un tire-fort. Ici, mettre une tension quand même très solide. On vient l'attacher avec un serre-câble. Puis, pour être certain que le filet ne frotte pas trop, on a enrobé le serre-câble de papier de duct tape. Tous les endroits où est-ce qu'on soupçonne que le filet va frotter régulièrement puis que c'est pas un câble lisse, on a mis du duct tape pour éviter que à la longue, le filet, au bout de 2, 3, 4 ans, ait une faiblesse à cet endroit-là et commence à faire des trous. Ensuite, un coup que la structure est bien installée, on s'enligne sur l'installation des filets. Encore là, je n'ai pas beaucoup de main-d'œuvre, donc on fonctionne à 3 personnes pour l'installation des filets. Je vous dirais que c'est le minimum à avoir. Ça ne sert pas grand-chose d'être beaucoup plus que 5 personnes, sinon on se marche sur les pieds. Donc, nous, on y va avec 3 personnes. Tout ce qu'on a de besoin, c'est un chevalet. Quand les filets arrivent, c'est des filets qui arrivent avec un tuyau de carton. Ça a 4 mètres de long. Ce qu'on a utilisé, nous, c'est un tuyau de métal pour insérer dans le tuyau de carton. On le mettait tout simplement sur des chevalets pour être capable de le dérouler sur place. Et là, la même chose ici, on parle de 160 heures installer les filets, c'est pour une personne. Donc, si on fonctionne à 3 personnes, ben, ça fait 40 heures d'ouvrage à 3 personnes pour arriver à 160. Si on regarde la diapositive du bas, on voit les chevalets ici, des chevalets en bois tout simplement. On a installé le filet dessus. J'ai pris un wire d'acier quand j'ai passé par-dessus toutes les wires de la structure. Avec mon 4 roues, je tirais le wire d'acier. Donc, le filet se déroulait. Il y a quelqu'un qui suivait avec une perche en bois, juste pour faire passer le moton par-dessus les câbles pour éviter que ça coince. Sur les filets, la bande noire qu'on voit ici, c'est une bande avec des œillets, un peu comme sur une bâche qu'on retrouve en quincaillerie. C'est des œillets qui sont situés à chaque pied. On vient mettre un crochet tout simplement, on vient faire un moton, on tape ça avec du duct tape, puis on tire pour le dérouler. Ça va super bien. Nous, les filets sont installés par section. Donc, j'ai des sections, ça varie dépendamment de mes rangées de plans. C'est entre la plus petite bande, elle a 8 pieds et ma plus grande, elle a 25 pieds de large. Les filets ont 160 mètres de long. Pour la distance entre les poteaux, on voit ici, on est au 15 pieds. Francis parlait tantôt qu'il avait racheté des câbles pour le soutenir plus comparativement à sa première année d'installation. Ce qui avait été conseillé, nous, pour ceux qui avaient vendu la structure, c'est d'être plus rapprochés pour avoir le plus de câbles possible qui soutiennent le filet pour empêcher justement qu'il y ait énormément de vagues dans le filet. La section qu'on voit en arrière ici, les filets sont déposés sur le câble, sont attachés à un ou deux endroits juste pour le maintenir en place, mais ne sont pas fixes permanents. C'est pour ça qu'on voit énormément de vagues entre les structures. Quand on parle ici la photo avec les filets, les œillets qui sont là, sont au pied. Je vous dirais que nous, on s'attachait aux 2 œillets. Donc, on s'attache un ici, on s'attache un là, on n'a pas tout utilisé. Étant donné que les filets, eux, sont installés, je vais juste revenir sur une photo. Okay. C'est ici le câble en haut, c'est le câble de la longueur. Et le câble qui est en bas, c'est les câbles de la largeur. Les filets sont installés sur les câbles de longueur. Donc, chaque filet va être attaché. Cette année, on a installé ça avec, on appelle ça des hog-rings, c'est des anneaux de métal qu'on vient fixer avec une pince sur le câble. Donc, on prend l'œillet, on vient sur le câble, on le fixe avec un anneau de métal.
ça va être amélioré pour l'an prochain. L'an prochain, ce qu'on veut utiliser, c'est plus des genres de mousse-coton qui vont être réutilisables parce que cet œillet-là, quand on arrive à l'automne pour enlever les filets, il faut les couper. Tu as beau avoir n'importe quelle technique pour essayer de ramasser, il y a plein de métal qui revolent partout dans la bleuetière, passer avec un aimant après, c'était pas l'idéal. C'est quand même assez fastidieux à placer. Pour donner un exemple, il y avait 9000 anneaux de métal installés. Donc, c'est fait manuellement, ça devient difficile sur le poignet. Donc, on va essayer d'y aller avec plus des mousquetons qui vont être réutilisables à chaque année, qui vont rester tout simplement sur le filet. Et tout ce qu'on va avoir à faire, c'est le tirer, le clipper sur le wire d'acier et il va tenir en place. Le principe, c'est la même chose qu'avec Francis, on a des épaures pour chaque section. Si on vient ici, étant donné que le câble il est plus bas que l'extrémité du poteau, le filet, si on le laisse comme ça, de chaque bord, il y aurait une ouverture pour que la tour de fil puisse rentrer. Donc, il fallait mettre un filet pour être capable de passer par-dessus ici l'extrémité du poteau. D'où la raison d'avoir une bande additionnelle ici qui, avec le zipper, qu'on vient zipper au fur et à mesure qu'on avance et ensuite on vient se solidifier avec les anneaux de métal sur le wire d'acier, le filet. Ça, c'est un enrouleur, tout simplement. Quand on les a enlevés, on l'a utilisé, mais à l'installation, comme je vous disais, c'était simplement avec des chevalets en bois très simples et les tuyaux de métal, on en voit ici, là. C'est sur ça qu'on l'insérait dans le tuyau de carton pour être capable que ça soit rigide et que ça se tienne. Et comme moi, je fonctionne avec l'autocueillette, ça me prenait une porte d'entrée qui était fonctionnelle. Je voulais une porte d'entrée qui était possible, que ma machinerie puisse passer à l'intérieur, mais que ça ne soit pas tout le temps une grosse porte qu'on rouvre à toutes les fois que les clients rentrent à l'intérieur. Parce que dans une journée, la porte elle peut se faire ouvrir 100, 150 fois, 200 fois dans une journée. Donc, plus que la porte est petite, mieux que c'est. Donc, si vous voyez dans la photo de droite, la porte est séparée en 3 sections. J'ai une section que j'utilisais simplement, celle de gauche, pour rentrer. Si je veux rentrer avec mon tracteur à gazon, je rouvre les 2 sections, tout simplement. Et si je suis obligé de rentrer avec mon pulvérisateur pour un fongicide ou ces choses-là, bien là, je pouvais ouvrir la section du haut, rentrer et ensuite refermer les 3 sections. C'est de la façon qu'on y a été. Si on remarque quand on a installé les filets qui étaient en angle, nous, on a tout simplement coupé et j'ai rajouté une latte de bois qui vient rentrer en serre le filet de chaque côté ici. Puis, vu que j'avais le carré que quand on a coupé pour faire la porte, j'ai utilisé le même carré pour mettre à l'intérieur, dans celle de droite, dans celle de gauche. Là, on voit qu'ici, ça ne serait pas couvert, mais là, j'ai mis des filets installés avec une latte vissée, tout simplement. C'est une section qu'on enlève et on remet à chaque année. C'est pas plus grave que ça. S'il y avait un petit trou, ça va toujours être en dessous de la latte. Remarquez comme il faut dans la photo de droite, les poteaux. On voit que la bande noire ici, c'est où est-ce que les filets s'attachent sur le câble d'acier. Et il y avait un excédent de poteau ici qui est recouvert par la bande de filet additionnelle pour chaque slice de filet qui viennent avec un zip. Quand on a parlé tantôt aussi du climat, même si les températures là, qui ont été mesurées nous semblent dire que c'est 0,5 à 1 degré de plus, l'humain le ressent plus. Il fait plus chaud, il fait plus humide. Moi, j'ai remarqué une petite différence sur le mûrissement. Je trouvais que ça allait un petit peu plus vite à l'intérieur qu'à l'extérieur des filets. J'ai vu dans le chat aussi aujourd'hui du monde qui demandait côté pluie. On n'a pas vu une énorme différence entre la section filet et non filet sur la quantité de pluie qui tombait à l'intérieur. On l'a mesuré durant l'été
Et j'ai pas été obligé d'arroser plus régulièrement à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'était pratiquement la même chose. Côté vent, par exemple, ils vendent pratiquement pas. Donc, quand c'est une journée ensoleillée, c'est chaud. Notre clientèle nous disait régulièrement qu'il faisait beaucoup plus chaud à l'intérieur, puis nous autres ici, on le remarquait. L'entretien régulier. Tantôt, on parlait des animaux. Moi, j'ai eu un peu de problème avec des ratons laveurs. Je vous dirais que les ratons laveurs, au lieu de faire le tour pour aller dans la section où il était pas de filet, ils passaient par-dessus le filet. Donc, ils grimpaient sur les filets, marchaient sur le dessus et descendaient de l'autre bord pour aller manger des bleuets dans l'autre section. Ils n'ont pas réussi à faire des dommages. Je vous dirais qu'on voyait les traces de pattes quand ils grimpaient, mais ça brisait pas le filet. Pour ça, on a été chanceux. On a eu des problèmes un peu avec des souris qui ont essayé de rentrer. On a eu quelques trous ici et là. Difficile de dire qu'est-ce qu'il y en est. Donc, le conseil qui est vraiment à faire, c'est à tous les jours, je faisais une tournée le matin pour voir si tout était bien étanche, si tout était comme il faut. Si on s'embarque dans les filets, il faut s'attendre à devenir bon en couture. Ça fait partie de la game. Je vous dirais que cette année, j'ai délégué beaucoup la couture à tous mes amis et ma conjointe, mais il va falloir que je m'améliore dans les prochaines années pour être capable de coudre moi-même les sections qui brisent. Des fois, ça peut être des trous au sol qui essayent tout simplement les rongeurs essaient de passer en dessous des filets, ils vont creuser, ça finit par endommager. Pour l'entreposage en hiver, il y a deux façons de le voir. Ce qui avait été suggéré, c'est de les laisser sur la structure, d'éclipser. Je vais revenir à une diapositive. Dans le fond, ce qui a été suggéré, c'est de prendre le filet, de faire un moton sur un côté, de le fixer là, de l'envelopper avec un tissu contre les UV et contre l'eau pour pas que l'eau rentre à l'intérieur. Parce que ce qui est dommageable pour le filet, c'est s'il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur avec le gel dégel, ça va faire agrandir les mailles et ça peut les briser. Donc, ce qui avait été suggéré, c'est de faire ça. Cette année, moi, je n'ai pas eu besoin de me poser la question parce qu'il y avait des ajustements à faire sur les filets, donc je les ai enlevés complètement et je les ai retournés à la compagnie. Probablement que je ne les laisserai pas, moi, sur la structure. Je vais l'entreposer aussi dans un conteneur maritime pour être certain qu'on n'arrive pas au printemps et qu'on se rend compte que il y a des écureuils ou des souris qui ont décidé de se faire un nid puis que ça te scrape une slice de filet au complet. Donc, je ne prendrai pas trop de chance puis je devrais les enlever moi aussi également. Je vais juste revenir ici. Les filets, quand nous, on termine puis qu'on vient les installer pour s'arrimer au sol, c'est le même principe que dans les airs. Au sol, il y a des œillets, donc on vient clipser le filet sur le câble ici. Et ensuite, on a un excédent de filet par après. Sur l'excédent de filet, on s'est fait coudre. Je ne l'ai pas en photo parce que ça fait partie des ajustements que la compagnie va faire durant l'hiver. On s'est fait coudre une bande noire en plastique additionnel que sur ça, on vient le cramper avec des crampes à irrigation tout simplement ou on peut utiliser des sacs de sable à ce moment-là. C'est pas cette section-là qui retient le filet. Le filet est vraiment retenu par le câble qui est au sol, qui passe dans chaque pieu ici, avec les œillets puis les O-rings ou les anneaux de métal. C'est juste pour éviter qu'il y ait un espace entre le câble ici et le sol. C'est pour éviter que ça lève avec le vent ou que les animaux soient capables de rentrer facilement. Donc, on vient se fixer avec... moi, cette année, j'ai pris l'excédent de filet, j'ai pris des crampes à irrigation que je me suis rentré peut-être au pied ou au pied et demi de distance.
L'inconvénient, c'est que ça fait un trou dans ton filet. D'année en année, tu repères, c'est pas tout le temps les mêmes trous, donc c'est pour ça qu'on fait installer une bande noire. La bande noire, elle va avoir 2 pieds de plus. On va installer des sacs de sable là-dessus. Même s'ils ventent, c'est pas là que ça va tirer, donc les sacs de sable partiront pas. C'est juste pour maintenir le filet au sol. Donc, ma dimension totale, moi, c'était 125 pieds par 460 pieds. Ça, c'était le carré. Ça donne à peu près un petit peu plus que demi-hectare. Pour la structure, ça a coûté 18 000 en tout. Ça inclut le transport, les taxes, je les inclus là-dedans. Comme que Christian disait tantôt, le volet 3.3, on peut mettre la structure dedans. C'est une subvention de 15 000 qu'on peut avoir. Donc, faites le calcul, c'est 70 % du montant parce que je ne suis pas biologique. Donc, je pense que on va recevoir 14-13 000 à peu près. Puis les filets m'ont coûté environ 21 000 $. Ça aussi, c'est les taxes sont incluses dans ça et le transport est inclus. On est capable d'aller chercher à peu près un 14 000 dans le volet 1 du MAPAC. Donc, en tout et partout, on reçoit environ 29 000 de subventions et le projet en coûte 39. Donc, il reste environ une dizaine de mille dollars à payer, nous, les producteurs. Pour vous donner un exemple, moi, cette année, j'ai été chercher 2,4 livres de plus par plant. Si je me compare avec ce que j'ai laissé à l'extérieur en champ, étant donné que la thérosophile était trop présente, moi, je prévois qu'en maximum 3 ans, structure et filet devraient être payés sur la partie que moi, j'ai à débourser. Et ensuite, si les filets durent 10-12 ans comme prévu, ma structure est là à vie. Je ne devrais pas retoucher à ça vraiment. Donc, je considérais que ça valait vraiment la peine là, de m'enligner là-dessus en sachant que c'était très efficace également.